Voilà, nous sommes de retour dans nos studios et dans mon petit balancing act, ça c'est pour plus tard. Voilà. Voilà. Donc il y avait effectivement un petit bruit d'entrée de notre invité prévu pour le beau sujet de la votation électronique, comme on dit chez nos amis Helveit. Et voilà, donc Thierry. Oui. Bien ça, Thierry. Oui. Voilà. Bonsoir Thierry. Donc tu fais partie de la SBL pour Eva. Non, pas SBL, c'est simplement l'association citoyenne. Giusto. Merci de la précision. Et donc pour Eva, c'est une association pour un vote, pour une éthique du vote automatisé. Automatisé. Ah ouais, moi j'avais retenu automatique. Non, parce qu'à l'époque on appelait ça le vote automatisé, avant qu'on change et qu'on appelle ça aujourd'hui le vote électronique. Mais bon, il n'est ni automatisé ni électronique. Voilà, on pourrait juste dire numérique. Pour que... Si on veut, mais bon. Ouais, parce que l'autre c'est analogique. Quand on a un crayon rouge et une feuille de papier, on est plus dans le champ de l'analogique. Si on veut, oui, si on veut. Voilà, il n'y a pas de problème de clés USB qui ne sont pas reconnues dans 47 bureaux de vote ou des choses dans le genre. Ah si, allez, on en parlera. Ça arrive aussi dans ces cas-là. Ah oui. Oui. La pollution, elle est partout. Hein. Alors, au niveau des récentes votations que nous avons eues dimanche 14 dernier, d'après pour Eva, ça s'est passé de quelle manière? Positivement, négativement? Il y a des petites anecdotes, des trucs croustillants éventuellement. Croustillant, comme j'y allais là. Mais ça s'est mal passé comme d'habitude, mais ça s'est moins mal passé que la fois passée, donc c'est présenté comme une victoire partout, parce qu'on ne s'est pas craché aussi lamentablement qu'en 2014, donc c'est de nouveau une victoire de l'esprit sur la matière. Mais ça s'est évidemment pas bien passé. Ça s'est pas bien passé parce que, de nouveau, ça se passe dans des conditions qui sont totalement anormales. En fait, on vote avec des logiciels qui ont pas été contrôlés ou pas contrôlés de façon sérieuse. À la dernière minute, on amorce un système qu'on n'a jamais essayé nulle part, et puis ça se plante, puisque bon, tout le monde le sait, dans 47 bureaux bruxellois, on n'a pas pu ouvrir les bureaux à l'heure. Et non seulement on ne les a pas ouverts à l'heure, c'est pas qu'on ne les a pas ouverts à 8h10, hein, mais c'est qu'à 11h35, il y avait des bureaux de vote qui n'étaient pas encore ouverts. Parce qu'on avait de légers problèmes à initialiser les machines. Alors on raconte une sombre histoire de clés USB qui sont la raison pour laquelle... Et alors là, on a dit oui, comme c'est une clé USB, c'est un problème humain, c'est pas un problème de machine. Enfin, la foutaise intégrale. Le résultat, c'était que des gens ont attendu plus de 3 heures devant les bureaux de vote et qui n'avaient pas prévu de passer leur dimanche à attendre, même s'il faisait beau, et qui sont partis en jetant leur carte d'électeur, dégoûtés. Et ça, c'est une nouvelle défaite pour la démocratie. Alors ça n'a pas beaucoup intéressé la presse, puisque on n'a pas pu mesurer les dégâts. J'ai essayé de le faire moi-même en allant voir, faisant des comparaisons de taux de participation. Enfin, c'est difficile à dire, mais bon, il est clair qu'il y a des centaines de gens qui n'ont de nouveau pas voté dimanche, qu'on a privé de leur droit de vote par l'excellence de la technologie qui a été mise en place par les autorités bruxelloises, avec la bénédiction du ministère de l'Intérieur. Donc, fiasco, un de plus, quoi. Et cette fois-ci, on sait à peu près pourquoi. Pendant des années, c'était le fiasco, mais on ne savait pas pourquoi. Maintenant, on sait, c'est la clé USB. Alors, personne n'a été capable jusqu'à présent d'expliquer quel était le problème des clés USB. Mais c'est clair que sans les 2 bonnes clés USB pour démarrer, on n'a pas pu ouvrir les bureaux. Ça, c'est pour le début de l'histoire. Et je présume que les communes ne vont pas commencer à faire un échantillon, enfin comprendre le nombre de personnes qui n'ont pas été votées à cause de ce bug. Non, il y a quand même une petite pression pour savoir. Il y a des gens qui s'en sont inquiétés parce que bon, vu qu'on a un peu par la force des choses le point de référence en Belgique en matière de vote automatisé, de vote électronique comme on dit aujourd'hui, on a commencé à avoir des coups de téléphone qui nous sont venus par des juristes qui avaient été alertés par des candidats dans certaines communes particulièrement affectées comme à Uccle, puisqu'à Uccle il y avait 14 bureaux de vote qui n'étaient pas ouverts.
et qui poussait des cris, bien entendu, en se disant qu'est-ce que c'est que ça. On voit les gens qui s'en vont, qui sont en rage, ceux à qui on dit revenez plus tard, ceux qui ont dit puisque vous ne pouvez pas voter au Borch, allez voter à Calvoute, les gens répondant mais si vous croyez que moi j'ai une voiture pour aller là, on va trouver une solution. Ça, c'était la malheureuse policière en charge qui expliquait ça, parce que pour ceux qui étaient des organisateurs, là, tout le monde était aux abonnés absents, puisque tout le monde faisait du houlou-houlou autour des ordinateurs en espérant que la clé USB veuille bien démarrer le bastringue. Ça marche pas comme ça petite prière et puis ça y est. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. En tout cas, dans les 47 bureaux où ils ont fait la danse de la pluie, ça n'a pas fait démarrer les ordinateurs. Et donc, je disais des candidats, et entre autres la tête de liste de candidats d'un grand parti, d'une grande commune bruxelloise que j'ai eu en ligne, était très nerveux parce que lui, il disait pour une élection, et donc lui, il nous demandait déjà notre aide pour aller déposer un recours. Et puis alors, comme il arrive souvent dans ces cas-là, c'est que dans le courant de la journée, il s'est référé aux autorités de son grand parti, qui lui ont dit allez, arrête ton char, les résultats c'est à peu près ce à quoi on s'attendait, on va pas avoir l'air d'être des mauvais perdants en nous plaignant, en exigeant de recommencer les élections, on va juste bien fermer sa gueule comme d'habitude et faire semblant que tout va bien, quoi. Et donc le candidat qui était malheureux le matin, il était dépité le soir, mais il s'est tu comme les autres. Donc si je comprends bien, les grands partis, les partis politiques ne s'intéressent pas aux échecs du vote électronique. Non, pour une raison évidente, puisqu'ils en sont les premiers responsables. Ça, c'est le vote électronique, surtout en région bruxelloise, il n'est pas tombé du ciel. Vous vous souvenez en mai 2014, non, vous ne pouvez pas vous souvenir du résultat des élections de mai 2014, puisqu'on ne les connaîtra jamais. On ne saura jamais quel était le résultat des élections de mai 2014, mais on a, comme la loi prévoit que ce soit les chambres qui entérinent le résultat des élections, les types qui ont été élus, par erreur ou par hasard, ont décidé que le résultat était bon. Mais le résultat lui-même, on ne le connaîtra jamais. Alors, bien entendu, après ce fiasco-là, il y a eu un peu de gêne pendant quelques semaines. Les journaux en étaient pleins. Et puis, nous, on nous téléphonait pour être partout sur les plateaux de télé, dans les studios de radio, pour expliquer aux gens pourquoi, effectivement, ça avait foiré et pourquoi il ne faudrait plus jamais se lancer là-dedans. Et tout le monde, tous les politiciens étaient là, oui, non, plus jamais, c'est fini. Non, on a fait des erreurs, mais on ne recommencera plus. Promesse normale quand on fait de la politique. Et donc, on a eu droit quand même à une déclaration tout à fait solennelle d'un grand parti bruxellois, que je ne citerai pas, qui a dit « Oui, c'est fini le vote électronique, on n'en parlera plus ». Et puis, il s'est passé un certain nombre de choses qui ont fait qu'on a un peu oublié, parce qu'il vaut mieux avoir la mémoire courte en la matière. Et on s'est dit, allez, on avait dit qu'on ne ferait plus de vote électronique, mais on va peut-être quand même en refaire, mais on va le faire différemment. Mais comme c'est un peu gênant ce qui s'est passé cette fois-ci, avant de prendre une nouvelle ordonnance en la matière, on va convoquer les experts au Parlement, et donc la commission de l'Intérieur a invité des experts. Alors c'est vrai que parmi les experts qui ont été invités, il y avait des experts, et puis il y avait des touristes qu'on avait repeints en experts, mais ça n'avait pas beaucoup d'importance. Je dirais qu'au fond, le fait que les gens qui se sont présentés comme experts devant la commission l'étaient ou ne l'étaient pas, c'était sans grande importance, parce que de toute façon, les membres de la commission ne les écoutaient pas. C'était juste pour la forme ? Évidemment. C'était pas possible de relancer ce bazar sans faire semblant qu'on avait fait attention aux problèmes, qu'on l'avait traité sérieusement. Donc, on est allé gratter les fonds de tiroir et on a trouvé quand même 2 ou 3 experts, et puis 2 ou 3... J'ai un qui passait sur le trottoir, on l'a mis un chapeau sur la tête, on dit voilà, t'es expert, tu vas expliquer aux parlementaires. Et puis les parlementaires étaient là, tous très concentrés sur leur smartphone, à jouer aux derniers petits jeux, à parler à leurs voisins, à se lever pour téléphoner, parce qu'ils sont polis. Quand ils téléphonent, ils sortent quand même de la commission pour pas gêner les experts. C'est déjà ça. Et oui, non, tout ça se passait dans une séance, c'était très bon enfant. Et donc, on a pu en conclure, après faire un rapport, publier et tout. La commission s'est réunie, après avoir longuement écouté les experts, a décidé de former un groupe de travail. Alors, je comprends que ça a été long pour eux, c'était très ennuyeux, parce qu'en plus, ils ne comprenaient rien à ce qu'on leur disait, donc ça devait être
très, très, très dur pour eux, très dur. Sauf pour ceux qui avaient déjà la réponse, évidemment. Donc, ils ont fait leur groupe de travail, et dans leur groupe de travail, là, ils ont tous retourné leur chemise. Il y a quand même un parti qui a refusé de participer au groupe de travail, c'est tout à son honneur, puisqu'il a dit, non, on a dit qu'on ne se lançait plus dans ce truc-là, on arrête et on ne va pas faire un groupe de travail pour expliquer comment on va faire ce qu'on a décidé qu'on ne ferait plus. Et donc, les autres se sont réunis et ils ont décidé qu'ils allaient faire la même chose qu'avant, mais mieux. Enfin, mieux, ça c'est dans leur opinion, évidemment. Ça s'est vu ces élections-ci, du coup. Voilà. Et donc, on a passé une nouvelle ordonnance et on a quand même... Bon, allez, soyons sérieux, on a apporté quelques améliorations à la législation. Et on en a apporté, je dirais, 2. Je n'en ai pas détecté d'autres. La première, c'est que on a décidé qu'on ferait ce que les concepteurs de ce très vieux système qui a tourné dimanche dernier avaient prévu d'emblée lorsqu'il était conçu au Venezuela, il y a longtemps, à l'époque d'Hugo Chavez, qui est mort depuis de nombreuses années. Donc ça dit long sur la jeunesse du programme. Exactement, c'est un vieux brol. Alors évidemment, comme le Venezuela, ça ne paye plus. Aujourd'hui, ce sont repeints en société britannique. Mais bon, c'est quand même toujours Smartmatic. Mais l'avantage, c'est qu'au Venezuela, on faisait ce qu'on avait dit qu'on ferait, c'est-à-dire qu'on ferait un échantillonnage des bulletins papier qui sont recrachés par les machines à voter et qu'on comparerait un certain nombre de résultats papier avec ce que disaient les ordinateurs. Donc ça a été mis dans la loi, il faut reconnaître, ça c'est bien, c'est une avancée. Alors comment ça a été utilisé après, ça c'est une autre affaire, je vous en parlerai si vous voulez. Est-ce que je présume qu'il y a les bulletins de Schrödinger, ceux qui sont validés électroniquement mais pas sur papier, qui doivent poser problème. Absolument, absolument. Et donc, si vous allez voir ma page Facebook, vous verrez un bulletin de Schrödinger, parce que je n'ai pas pu m'empêcher d'en créer un moi-même. Ça n'est pas trop difficile. Bon, on expliquera après peut-être de quoi il s'agit, mais bon. Deuxième avancée, on a dit, bon, c'est pas tout qu'on va pouvoir raconter les choses. On va aussi permettre à des observateurs neutres d'assister au processus pour vérifier que les choses se passent bien. Quelle partie du processus ? Et tout le processus électoral. En fait, la loi a été si mal torchée que c'est pas tout à fait lisible, mais quelque part, au mauvais endroit où l'alinéa se trouve, moi j'ai plus la référence à la loi en tête maintenant, mais il est quand même dit, il y a des observateurs qui pourront assister à toutes les opérations. Que ce soit dans les bureaux de vote, les bureaux principaux, à l'ouverture, à la fermeture, pendant, après, etc. Donc, tout devait être possible. Et donc, comme nous sommes des citoyens acharnés sur la question, on s'est dit, puisque on va pouvoir avoir un observateur, bon, il était clair que c'est parce qu'on tapait sur la table depuis 15 ans qu'on a obtenu ça, on va faire observateur. On va reconnaître la qualité de la nouvelle loi. Et donc, vers le 15 août, je me suis enquis de savoir comment je pourrais bien devenir observateur. Avec l'intention d'aller voir comment ça se passait et de voir toutes les améliorations apportées par la nouvelle ordonnance. Alors, c'était un parcours du combattant, je résume. 6 semaines plus tard, et 257 échanges d'emails avec toute personne vaguement liée à la question de près ou de loin. J'ai quand même reçu une réponse des services juridiques de monsieur le ministre-président Rudy Vervoort me disant « Oui, en effet, vous ne vous trompez pas, le nouvel article 35 ter prévoit bien qu'un statut d'observateur. Et puisque vous souhaitez l'être, je vais soumettre votre nom à la signature de monsieur le ministre-président et par arrêté ministériel, vous serez désigné comme opérateur. Hosanna. Nous avions un observateur pour la région bruxelloise. Bon, c'est pas bon grand-chose, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors on s'est dit, maintenant, on va doubler la mise. Puisque maintenant qu'on a compris comment faire, et qu'en plus on a appris à 250 personnes dans l'administration ce que c'était, puisque personne ne connaissait l'existence de l'article 35 ter. On va peut-être passer à 250 mails et plus de 255. Oui, non, ça c'est... Donc on est allé vite, et un deuxième membre de notre association s'est adressé aux personnes responsables, donc on savait qui c'était maintenant, donc on ne devait plus faire ce parcours du combattant. Et la réponse qu'il a reçue était absolument délirante.
la réponse des services officiels était nous avons reçu votre courrier de notre institution, mais nous constatons que vous appartenez à la même association que le monsieur qui a déjà demandé à être observateur et dont le nom a été soumis à la signature de monsieur le ministre-président, etc., etc. Et comme il a peut-être eu l'occasion de vous le signaler, le rôle de l'observateur doit nécessairement être limité par la présence d'un fonctionnaire responsable de la région bruxelloise qui va l'accompagner durant toute sa mission. Et vous nous demandez maintenant un deuxième observateur. Alors vous devez comprendre quand même que le jour des élections, nous n'avons pas des ressources infinies en termes de fonctionnaires responsables et que donc il ne nous est pas possible de mettre une deuxième personne à votre disposition. Et donc la région bruxelloise et son million d'habitants, elle sera très bien contrôlée par un observateur, moi-même en l'occurrence. Admettons qu'on veut un observateur en Belgique qui surveille les élections. Pour la région bruxelloise. Oui. On est resté là. Oui, alors pas tout à fait, parce qu'on a quand même réussi à culpabiliser les fonctionnaires responsables. C'est le minimum. Et on a quand même obtenu un deuxième observateur. Donc mon ami Pierre, ayant tapé suffisamment fort sur le clou, a obtenu d'être aussi observateur. Et donc, il a aussi eu droit à son arrêté ministériel qui est paru dans le Moniteur lundi, le lendemain des élections. Et, mais alors, il y a quand même un caveat important là-dedans, c'est que j'avais écrit une petite lettre de motivation tout à fait gentille pour dire que je souhaitais notamment assister au recomptage des urnes, d'une urne dans un bureau principal pour pouvoir comparer le résultat du comptage papier avec ce qui avait été fait par ordinateur et qui était ramené par les clés USB des présidents et secrétaires des bureaux de vote. Ça s'est transformé en un arrêté ministériel disant « Monsieur Bingen est autorisé à assister au recomptage d'une urne dans un bureau principal, et en l'occurrence le bureau principal de la commune de Forêt ». Et là, j'ai relu parce que j'ai cru que je venais de recevoir une lettre qui arrivait de Pyongyang. Mais toute vérification faite, ça venait bien de la ministre-présidence de la région bruxelloise. Donc on était en Belgique et pas en Corée du Nord. Ah. J'avais quand même eu un moment d'hésitation en m'expliquant que j'allais pouvoir faire tout ce que je voulais pourvu que j'ai un gars qui soit accroché à ma culotte, quoi. Ça me faisait penser à du tourisme nord-coréen, quoi. C'est très démocratique, je trouve. Oui, c'est tout à fait. Mais donc, j'avais droit à assister au recomptage de l'urne. Alors, c'est pas une figure de style, parce que le bureau principal ouvre à 16h, et donc j'ai été invité à me présenter à 16h30 au bureau principal. Alors, j'ai quand même demandé pourquoi 16h30 et pas à 16h, parce que j'aurais quand même bien voulu assister au début des opérations, voir comment le juge de paix qui présidait le bureau principal allait se débrouiller pour initialiser son ordinateur, ce qu'il allait faire et tout. Ah non, c'était pas dans la mission que j'avais reçue de Kim Jong-un, de Rudy Vervoort. Et donc, j'ai dû rester jusqu'à 16h30 à la porte. Et à 16h30, pile, là, j'ai pu rentrer. Et j'ai été accueilli dans une ambiance de cordiale hostilité totale. Manifestement, on n'a même pas dû dire qui j'étais puisque le président était prévenu. En plus, non seulement il y avait le président qui était prévenu de l'arrivée d'un casse-pied, mais vous savez qu'il existe une institution tout à fait respectable demeurant, qui est le collège des experts, qui est censé surveiller le vote électronique en Belgique. Je l'apprends. Ah, mais c'est bien. Ce sont des gens bien qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne et dont certains sont vraiment compétents. Je ne peux pas garantir pour tout le monde parce que je ne les connais pas tous. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait justement, par un hasard que je m'explique difficilement, alors qu'il y a si peu si peu de membres de ce collège d'experts, il y en avait justement un qui se trouvait dans le même bureau que moi. C'est pratique. Oui, parce que en cas d'incident, lui, il sait comment réparer le bazar. Et donc, maintenant, d'un point de vue statistique, tout ça était un petit peu biaisé, parce que quand même, tout le monde était au courant que l'observateur allait se trouver à telle heure, à tel endroit pour regarder telle chose, et qu'il y aurait toutes les troupes qu'il fallait pour venir aider en cas de problème, quoi.
Mais Voilà. il y a eu pourtant un appel à candidature en vue de l'obtention d'un agrément en tant qu'organisme d'avis pour les systèmes électoraux digitaux. Oui, en effet. Alors ça, c'est intéressant. C'est une autre question, c'est préalable. Mais puisque Est-ce vous que posez la je passerai question... un petit morceau de musique pour se détendre quelque peu. Absolument, boire un absolument. verre, Je serais ravi, et comme a ça, les je gorges pourrais boire sèches. un verre. Et donc, du coup, on garde encore un sujet assez joli. Ah oui, on en a Parce plein. que, apparemment, le marché a été obtenu, donc c'est pas vraiment un marché ouvert où il faut faire 3 appels d'offres, nanana. Sinon, c'est pas drôle. Mais ça a été conclu pour 1 euro. Enfin voilà, petite chose amusante dans le genre aussi. Allez, on se retrouve après Underscore Orchestra et son Balancing. I was walking down Main Street, thinking about what you said last night. My thoughts come through my head. Oh, why'd they have to go and be a fight? Well, I got my reasons why I got to ask. You got your reasons why you got to down that flask. Look up at the towers, hear the bells ring in the city. Your tape-rule fancy nectar, moving with such velocity, and I don't know how much longer that I can hold on. So I guess I'll grab hold and listen to this song. Skip it up, doodle bop it up, skip it up, da skip it, skip it, skip it, get up, skip it up, and I got the answer, baby. You're always right, and I'm so sorry for causing such a sight. I said you got me, babe. Wish that we could leave it at that. Instead, going through this mountain night. Some things were meant to be, the other things were not. And until I'm found again, Lord, I'll consider us lost, and I'll see the good in the situation that has passed. And I'll not worry about who finished last. I said, you got to skitty bop, skip it about bop, I didn't die, get some zip, that, sing, zip it about that, sound, and I've got the answer, baby, you were always right. And I'm so sorry for causing such a sight. I said, for a minute you're smiling, that you're in a rage. You put up your Berlin Wall, got your demons in a cage, and I don't know what's going on in your head. So let's get you a drink and send you off to bed, and you'll have sweet dreams tonight. And when you wake up in the morning, you won't bite. No, I said you'll have sweet dreams tonight. And when you wake up in the morning, you won't. I say you got me, babe. Wish that we could leave it
Voilà, c'était Balancing Act, petit morceau de Underscore Orchestra, qui est du Jazz World, qui est sur la plateforme auboutdufil.com et qui est du Creative Commons dans le genre, vous pouvez le copier, le publier, le modifier, le transformer, mais pas d'usage commercial, à demander Underscore Orchestra. Et nous sommes en présence de Thierry de Tari Rock et de Guillaume, toujours avec ce grand sujet que sont les élections automatiques et automatisées, numériques, et de quelques petites dérives qu'il y a. Donc nous étions juste avant cette pause musicale avec l'idée, donc un appel à candidature en vue de l'obtention d'un agrément en tant qu'organisme d'avis pour les systèmes électroniques digitaux avait été demandé, et c'était PwC qui l'avait remporté pour 1 euro. Alors, c'est ce que j'ai lu sur le document officiel qui vient de e-recruitment, non, ils appellent ça comment joliment, c'est du e-procurement, enfin c'est un site apparemment assez officiel, HTTPS, Qui vient du gouvernement ? Le HTTPS vient du gouvernement ? Ils ont un sous-traitant. Je regarde qui l'a lancé, et e-note publicprocurement.be. Oui, ça vient du ministère de la Justice en fait. Ouais. Vérifié par Quo Vadis Trustling BVBA. Pour les détails. Boum. Mais donc voilà, c'est chouette que donc ils font appel à des consultants privés pour vérifier le bon fonctionnement du système électoral, à savoir garantir l'intégrité des données et le secret du vote. Et de l'autre côté, ils font tout de même aussi appel à des citoyens, à Poureva notamment. Enfin, en tout cas, c'est fantastique d'avoir pu être choisi parmi les élus, le peu d'élus, à aller vérifier donc à Forêt. Alors que toi, tu préférais voir le bureau de vote tout près de chez toi ? Oui, non, mais Forêt, c'est moi qui l'avais choisi parce que je suis paresseux, j'avais qu'à descendre la rue. Okay. Mais j'aurais dit Kuckelberg, ça aurait été Kuckelberg et on aurait alerté les gens à Kuckelberg qu'il y avait un embêtant personnage qui allait se présenter. Hein. Peu importe l'endroit, il fallait juste qu'ils sachent à l'avance où on allait les ennuyer. Ok. Et donc, c'était assez révélateur de quoi. Donc l'idée, c'était de comparer le nombre de papiers qu'il y avait dans l'urne par rapport aux résultats qu'il y avait sur la clé USB. Oui. Alors, est-ce qu'on parle de ça ou de PwC ? Parce que on peut parler des deux. Non, allez, parce que parlons un peu de PwC. Parce que pour changer. Ils sont bons, c'est Power j'oublie. Non, c'est PricewaterhouseCoopers. Ouais. C'est la fusion d'un nombre incroyable de bureaux de consultants de très, 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 très haut vol. Ouais, c'est une SPRL située à Woluwe et Saint-Étienne. Oui, enfin, ils sont partout sur la planète. Hein. J'aimais bien leur... non, SCRL, pardon. SCRL. Oui, mais ça, c'est parce que c'est à cause du système de management. Voilà, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ça, c'est notre émission. Oui, voilà. C'est bon, c'est PwC. PwC, ils sont partout où on peut gagner de l'argent à mettre des cachets sur un papier pour dire que c'est bon. C'est ça leur métier, quoi. Ils ont une grosse cacheteuse. Alors, là, il faut se replacer un petit peu en arrière parce qu'il y a deux événements qui se télescopent. Il y a le nouvel agrément qui a été donné à PwC, mais il y a le fait aussi que ce nouvel agrément, il ne sera valable que pour la prochaine élection, c'est-à-dire celle de mai 2019. Ah, d'accord. Mais bon, on va revenir dans une seconde. Mais il se fait que l'un dans l'autre, c'était quand même de toute façon PwC qui a exercé ses talents cette fois-ci. Alors pourquoi ? Parce que ce système d'agrément remonte à assez loin, et on peut comprendre qu'il remonte à assez loin, puisque l'agrément par quelques individus dans une chambre, coffre-fort, c'est une notion du contrôle du logiciel qui remonte à la deuxième moitié du XXe siècle. On a quand même fait quelques petits progrès depuis, et notamment par l'introduction de la notion du logiciel libre, ouvert. Oui, c'était une des militances de Poureva. Effectivement, c'est peut-être pas la panacée, parce que de toute façon, nous, on est contre l'utilisation des ordinateurs dans ce truc-là, parce qu'on a les élections, si on a besoin d'ordinateurs, on fait des élections. Oui. Mais enfin, si le mal est là, il faut le soigner, quoi. Et une manière de le soigner, c'est quand même de vérifier la qualité du logiciel. Alors, tout le monde qui est un peu au courant sait qu'aujourd'hui, la meilleure manière de contrôler le logiciel, c'est de le mettre à la disposition de tout le monde, pour que tout le monde aille fouer son nez dedans, puisse voir ce qu'il vaut et donne son avis. C'est bon, ça, Tari Rock. Mettre son nez dans le code. Hein. Oui, c'est chouette. Oui. Alors, justement, pour illustrer la chose, je rétroacte mai 2014. Vous vous souvenez donc du fameux bug de 2014.
quand on a appris que ça foirait un peu partout, hein, ça a foiré un peu partout. Partout on utilisait les systèmes de génération précédente, enfin peu importe, partout on les utilisait, ça foirait. On a pu disposer, pas tellement longtemps après, du code source, qui avait posé problème, et on a fait la course entre nous pour le premier qui trouvait le bug. Un bugathon. Et on a fait un bugathon, et je ne sais plus lequel d'entre nous a gagné, ça n'a pas beaucoup d'importance, on est arrivé à peu près sur la ligne d'arrivée en même temps, et si je me souviens bien, on avait mis 1h30 pour trouver le bug. C'était... C'était grossier. C'était grotesque. Mais on avoue, c'était un peu comme c'était facile. C'est un peu comme quand on n'a pas relu son mail avant de l'envoyer, quoi. Bah oui, exactement. Et qu'on laisse j'ai essayé avec ER. Mais c'est facile. Je vous explique comment on a pu le trouver aussi vite. Enfin, moi, je vous dis la technique que moi j'ai utilisée pour le trouver aussi vite. Parce que tout le monde a dit, oh oui, c'est normal qu'il y ait un bug, c'est du vieux logiciel, c'est un vieux software très usé parce qu'on s'en a déjà beaucoup servi et donc il est limé dans tous les coins. Alors la technique que moi j'ai utilisée, je me suis dit, tiens, mais peut-être que ce sont quand même des informaticiens qui ont travaillé proprement et qui, lorsqu'ils font des modifications dans le logiciel, marquent leurs modifications, les commentent et les datent. Oui. Aussi sec. Hein. L'erreur avait été introduite 6 semaines avant l'élection. Et elle était signée. L'auteur de l'erreur avait signé son forfait en disant « C'est aujourd'hui, vendredi, à 12h45, que j'ai merdé. » Donc, c'était pas trop difficile de trouver l'erreur. Faut avouer donc, à moitié pardonné. Voilà. Et donc, c'était dans la partie neuve du logiciel. Donc, faite au mois de février ou mars 2014, que ça avait foiré. Alors qu'on disait, ouais, c'est un vieux logiciel, c'est normal que ça foire. Sauf que c'était le code qui avait pas encore fait ses 12 ans d'âge, hein, qui avait foiré. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que l'idée, là, c'était non, on va surtout pas montrer aux citoyens parce que, ouh là là, quel danger pour la sécurité de nos systèmes si jamais des gens, vous voyez tout de suite le KGB qui va intervenir dans nos ordinateurs. Donc des gens qui comprennent rien, mais alors rien du tout, non seulement à l'informatique, ce qu'on peut à la limite... pardonner, enfin s'ils faisaient attention quand on vient leur expliquer en commission ce serait mieux, mais bon, mais en plus ils ne comprennent rien aux notions de sécurité et donc eux croient que la sécurité c'est l'obscurité, donc ce qu'on voit pas c'est sûr, par contre ce qu'on peut voir ça, c'est dangereux quoi. C'est un vieux réflexe hein. C'est un vieux réflexe et malheureusement, nos politiciens avec lesquels je me suis frité sur les plateaux, qui eux sont tous des experts en informatique, tandis que moi, il y a quand même jamais que 52 ans que je fais de l'informatique, je n'ai aucune prétention à être bourgmestre d'une commune bruxelloise. Par contre, du code, là, je me débrouille. Quoi. Mais eux, le drame, c'est qu'ils croient qu'ils se débrouillent aussi. Quoi. Que l'informatique, ils ont tout compris. La preuve, c'est qu'ils utilisent Word et Excel. Donc, c'est... Bon, malheureusement, j'ai un contre-exemple, mais du code libre n'est pas toujours plus sûr, pas plus que du code propriétaire. On pense à OpenSSL et... Bon, on en a déjà débattu. D'accord, mais on minimise les dégâts. On minimise les dégâts. On permet à plus de monde d'observer. Donc, je dirais que l'informatique, c'est pas nécessairement quelque chose de simple. J'ai des amis, vous comprenez que j'ai fait ma carrière dans l'informatique, je n'ai pas rempli des tableaux Excel. Je viens d'une société où nous avons fait des systèmes de commande et contrôle, de sous-marins, de destroyers, de lancers de fusées, de contrôle de centrales nucléaires, des trucs relativement sérieux. Ça sent le COBOL, le SCADA... On a tout fait, quoi. Mais je peux vous assurer, il n'y a pas une centrale nucléaire en France ou un vaisseau de Sa Majesté britannique qui fonctionne sans du logiciel fait par des collègues à moi. On sait à peu près ce que c'est faire du logiciel sûr, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des erreurs. Mais on a quand même pris quelques précautions. Ça veut dire que vous avez testé. On a testé. Alors, les moyens maintenant pour tester, on teste. Et en général, le budget qu'on met dans le test, il est environ 100 fois supérieur à ce qu'on met dans le développement. Donc, pour faire un logiciel sérieux, une petite fonction de contrôle
d'une turbine, on va dépenser 1 million d'euros et puis on va dépenser 10 à 100 millions d'euros après pour contrôler que les choses se passent bien. Ce serait dommage que ça ne fasse pas bien. Ben oui, et il y a intérêt à ce que ça le fasse bien, parce que quand ça le fait pas bien, vous avez une centrale nucléaire qui pète, ça fait tache dans le paysage, quoi. Hein. Vous parlez d'une petite fonction à droite. En fait, non. C'est quelque chose de primordial. Ben évidemment. Où il y a des vies humaines évidemment, qui sont en jeu. Mais évidemment. Donc mes copains, mes anciens collègues me disent, mais enfin Thierry, avec quoi tu viens? Tu sais quand même très bien qu'on est capable de faire du logiciel. Quand tu montes dans un Airbus, est-ce que tu trembles? Je dis, mais non, je tremble pas quand je monte dans un Airbus, parce que je sais que c'est vous qui avez fait le logiciel. Je sais que c'est l'équipe de tel endroit qui a fait le contrôle. Et donc moi, je m'assieds dans l'avion, j'ouvre mon roman et je me pose pas de questions. Par contre, quand je rentre dans un isoloir à Bruxelles, là, je me pose des questions. Parce que les clochards qui ont fait ces développements-là, et surtout ceux qui ont contrôlé, je leur fais pas confiance. Et donc, PwC, là-dedans, a vraiment un rôle ultra consultatif. Non. C'est eux qui devraient faire ce genre de boulot-là. Oui, ils devraient faire ce genre de boulot-là, mais ils sont tout seuls. Alors, on met 4 jeunes types en se disant, oh là là, il y a les élections, il faut vite, parce que sinon, on va pas pouvoir envoyer la facture. Il faut absolument préparer la facture, et si vous avez le temps, contrôler le logiciel. Et donc, en 2014, ce sont nos amis de PwC qui ont fait le contrôle. Alors, pourquoi PwC? Parce que lors d'un appel d'offres précédent, il s'était présenté, de mémoire, je veux dire, 5 ou 6 candidats qui ont été agréés à l'époque. Je peux plus vous donner le nom de sociétés, j'ai oublié. Il y en a une qui a été mise en liquidation, qui a fait faillite. Il y en a deux sociétés hollandaises qui se sont retirées. Il y a un bureau de l'avenue Louise qui a changé d'activité, qui s'en est plus occupé. Et les derniers, je ne sais plus. Donc, résultat, si on avait 5 sociétés agréées, il n'y en avait plus qu'une seule qui voulait bien faire le travail, c'était PwC. Et c'est ce qu'ils ont fait en 2014 avec le succès qu'on sait. Alors, on s'est retrouvé maintenant à devoir faire le même travail sur le nouveau logiciel qui était fourni par Smartmatic, parce qu'il ne faut pas croire, parce que les machines n'ont que 15 ans, le logiciel, lui, n'a pas été revu récemment, et donc il faut l'intérêt à revoir le logiciel. D'ailleurs, le logiciel qui a tourné dimanche, il n'était pas le même à Bruxelles, à Eupen et à Anvers. Les machines se ressemblaient, et encore, puisque les machines qui tournaient à Olivier-Saint-Pierre et à Saint-Gilles n'avaient pas la même tête que les machines qui tournaient à Forêt et à Uccle. Donc, c'est quand même un travail qui mérite un certain sérieux, et je ne doute pas que PwC l'ait fait avec le même sérieux qu'ils avaient fait en 2014. Et en tout cas, on n'a rien remarqué de catastrophique cette fois-ci, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu d'erreur. On ne les a pas vus. On les a pas vus. C'est tout. Elles n'ont pas sauté aux yeux. Voilà. Par rapport au comptage que tu as pu participer, est-ce que ça marchait avec le comptage électronique? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de bulletins Schrödinger, comme on en parlait tout à l'heure? Alors, parlons-en maintenant un petit peu. Non, je vais terminer sur PwC, puisque vous avez parlé du nouvel appel d'offres. Et il y a eu un nouvel appel d'offres ouvert, européen, qui a été ouvert en décembre 2017. Et il y a eu, parmi toutes les sociétés de la planète qui ont été sollicitées, il y en a une qui a répondu, qui est PwC. Alors, beaucoup de journalistes se sont étonnés de savoir pourquoi il n'y en avait plus qu'une qui avait répondu. Là, je ne peux que conjecturer. Moi, je pense que je ne peux pas expliquer pourquoi PwC s'est remis dans la course. Je pense que ça relève plutôt du domaine de la psychiatrie que de la technique. Et là, je suis tout à fait incompétent. Je suis ingénieur, je ne suis pas diplômé de la faculté de médecine. Donc, je n'ai rien à dire sur ce sujet-là. Par contre, pourquoi les autres ne se sont pas présentés? Là, je peux imaginer aisément qu'après le fiasco de 2014 et l'exposition négative qui en a résulté, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui étaient motivés pour aller gagner pas beaucoup d'argent, parce que ça paye pas bien, parce qu'on met pas les moyens financiers là-dedans. Hein. Quand je vous dis que c'est des riquettes, ces trucs, c'est pas pour rien. Hein. C'est du logiciel à 2 balles. Hein. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de gens qui aient voulu prendre le risque d'exposition médiatique en cas d'erreur, alors qu'ils n'étaient pas payés des millions pour le faire. Ça, c'est encore une question d'argent. mais non, mais
puisque la question est posée en termes d'argent et non pas en termes de logiciel ouvert, c'est la question d'argent. Alors vous allez me dire pourquoi ma société, puisque bon, c'est pas un grand mystère, je dirige moi-même une société d'informatique assez sérieuse. Pourquoi moi j'ai pas répondu? Pour cette raison-là, qu'est-ce que j'irais faire dans cette galère, quoi. Moi j'ai des choses sérieuses à faire dans la vie, quoi. Je vais pas mettre en jeu l'emploi de mes dizaines de travailleurs, collaborateurs dans une galère pareille, quoi. Donc, voilà. Dis-moi Thierry, comment pourrais-tu faire une petite conclusion temporaire, parce que nous allons reparler du vote électronique vu qu'on va remettre le couvert l'année prochaine. C'est parce que j'aimerais bien écouter le coût des 60 000 brevets que Microsoft a mis dans le livre de Tari Rock. Je voudrais juste répondre à la question qui m'était posée à propos du recomptage. Alors, elle est intéressante puisqu'il y a eu recomptage et j'ai pu y assister dans des conditions qui étaient, je dirais, acceptables. Alors, on ne peut pas dire idéal, puisque mes relations avec le président étaient un petit peu tendues. Peut-être commençons par dire les bulletins de Schrödinger, parce que j'en parlais tout à l'heure. Alors, les bulletins de Schrödinger, moi j'ai glissé un bulletin de Schrödinger dans une urne d'un des bureaux de forêt. Mais la loi prévoit que le président doit procéder au recomptage de au moins une urne. Donc il peut compter plus d'urnes que... Pour être vraiment très explicite, un bulletin de Schrödinger, c'est-à-dire qu'on a voté une liste ou un certain nombre de candidats électroniquement, mais que sur le talon qu'on a reçu de la machine électronique, on griffonne, on fait en sorte que notre voix n'est pas lisible. Voilà, et pour faciliter le travail des personnes qui auraient à recompter éventuellement l'urne dans laquelle j'ai glissé mon bulletin de Schrödinger, je me suis muni d'un stylo rouge pour leur faciliter le travail, parce que quand même... le système noir sur noir, c'était... Donc je l'ai bien écrit en rouge, et j'ai écrit sur mon bulletin, ceci est un bulletin nul, en rouge. Et puis je l'ai scanné, l'ai rentré dans la machine et tout s'est bien passé. Et donc on a enregistré le vote pour quelqu'un d'autre que monsieur ou madame nul. Alors j'avais évidemment le secret espoir que soit la boîte dans laquelle j'avais glissé mon ticket de l'aise soit tirée au sort, soit que quelqu'un d'autre ait eu la même idée facétieuse que moi dans un autre bureau forestois. Pas de chance. Dans le bureau dont je ne peux pas vous dire le numéro, qui a fait l'objet d'un recomptage, c'était pas le mien, et deux, il n'y avait pas de rigolos qui sont allés voter là. Et donc, ça s'est plutôt bien passé. Donc, en 2 comptages, on est arrivé à retrouver le résultat à 1 voix près. Et on s'est arrêté là parce que le président du bureau en question avait rapporté un incident de procédure qui figurait au procès-verbal. Et dans cette mesure-là, eh bien, on dit, puisque c'est dans le procès-verbal, c'est bon, et on range le procès-verbal dans la liasse qu'on va mettre aux archives, qu'on enverra à l'incinérateur dans 6 mois. D'accord. Et donc, du point de vue légal, tout s'est bien passé, quoi. Alors, tout s'est bien passé du point de vue légal, puisque la loi prévoit que monsieur le président, ou madame, en l'occurrence c'était un monsieur, doit procéder au recomptage d'une urne au moins. Alors, je suis ingénieur, informaticien, donc je ne suis pas du tout statisticien, et j'ai été consulter une éminence en la matière pour lui poser la question de savoir si ça avait un sens statistique de procéder au recomptage d'une urne. Ça en a ? Non, aucun. J'ai appris des tas de choses parce que j'étais très inattentif au cours de statistique quand je faisais Polytechnique ici à l'ULB, et donc j'avais complètement oublié la chose. Et là, ma copine statisticienne, brillante statisticienne, également diplômée de notre alma mater, m'a montré pourquoi, si nous acceptions une marge d'erreur de 2,5%, qui était un choix arbitraire que nous avions pris en fonction pas du degré hygrométrique, mais enfin pour de bonnes raisons, il fallait recompter au moins 8 urnes sur les 42 urnes de forêt. D'accord. Si on ne compte pas 8 urnes, statistiquement, ça ne veut rien dire. Donc recompter une urne, statistiquement, est équivalent de ne rien faire. Vous avez fait un 8e du boulot. Et parce que c'est pas parce que vous avez une urne où ça s'est bien passé que vous n'aurez pas 7 urnes autres où a pu se produire un incident.
Et statistiquement, les tables, les lois, les machins, mais ça vous demandez aux statisticiens. Moi, je suis qu'un minable informaticien. On vous dira, une urne, bon, ça vaut pas un clou, quoi. Donc c'était très bon et ça n'avait aucune valeur. Parfait. Merci Thierry, dis donc. On aura le plaisir donc d'y revenir pour les prochaines élections qui seront également encore à base et automatisées. Et là, ce sera gai d'avoir un épisode comme ça, de ces saison 1, épisode 15, avec Pour Eva. Juste un petit caveat à propos des prochaines élections. Nous allons faire machine arrière, puisque nous avons eu le choix pour la dernière fois nous avons eu l'occasion pour la dernière fois de voter avec un système où on procédait à un recomptage, puisque les élections du mois de mai prochain seront organisées par Monsieur Jambon, et dans grand démocrate soucieux d'aller instaurer la démocratie jusque dans ses derniers carats, il n'a pas estimé nécessaire que lors des prochaines élections, on prenne la peine de recompter les urnes en présence d'observateurs. Donc nous serons un pas en arrière. Voilà, d'accord. Merci. On demandera à l'ONU de venir surveiller les votes comme on le fait dans d'autres pays